La langue allemande, est-ce que Hegel y puise ou crée, assiste elle-même en permanence à la lecture de la phénoménologie par un soutien intime du discours tenu qui ne peut être reproduit dans les traductions. Aux atouts topographiques de sa syntaxe, qui enchaîne grâce aux déclinaisons les énoncés logiques, selon un dispositif adéquat, permettant de ne jamais lâcher le fil, s'ajoute en particulier le rayonnement permanent du réseau sémantique profond que les traductions détruisent partiellement. Nous avons évoqué un exemple de ce soutien mental dans le paradigme majeur du savoir, en allemand Wissen, das Wissen, savoir, le savoir, qui demeure explicitement présent dans le mot qui dit la certitude et le certain, Gewissheit, Gewiss, dans celui qui dit la conscience et le conscient, Bewusstsein, Bewusst, dans celui qui dit la conviction morale, das Gewissen, ou encore dans celui qui dit la science et le scientifique, dit Wissenschaft, Wissenschaftler. La dispersion du paradigme en français où les radicaux, en outre, sont le plus souvent devenus impossibles à repérer, introduit un peu de variation sonore, mais contraint le lecteur, quand elle ne l'égare pas, à des opérations inconscientes de reconstitution de l'unité sémantique. Dans le cas du savoir, les concepts allemands sont différenciés par des facteurs morphologiques qui convoquent en permanence leurs relations spéculatives et leur position dans le développement dialectique. Préfixes, suffixes, formes verbales actives ou passives, tandis qu'en français, certitude, savoir, conscience ou science sont différenciés par des radicaux comportant chacun virtuellement le sens des autres. Nous avons aussi évoqué ci-dessus la signification centrale et les connotations intraduisibles de Erfahren et Erfahrung. D'autres paradigmes essentiels de la démarche phénoménologique sont concernés en premier lieu celui de l'apparence, Schein, Scheinen, et du phénomène, Erscheinung, Erscheinen, dont la langue française, naviguant entre l'apparition, le phénomène et la manifestation, a tendance à faire une sorte de données objectives fortement soutenues par l'absence de forme verbale correspondante. L'idiome philosophique de Hegel, déjà simplifié pour coller au moment logique, se trouve ainsi resserré par un magnétisme lexical interne qui affecte tous ces champs essentiels. A l'inverse, d'autres concepts jouissent d'une singularité radicale et ne sont parasités par rien, contrairement à ce qui se passe dans leurs équivalents français. Si devenir convoque inconsciemment dans la langue française des nuances différenciées, venir, advenir, survenir, revenir, le verbe allemand werden, si important chez Hegel, jouit d'une puissance sémantique exclusive et d'une simplicité essentielle. En revanche, l'allemand distingue le selbst du sich, là où le français a en général recours dans les deux cas au soi, en perdant le paradigme de l'identité et l'opposition fondamentale du sein et Wesen. Wesen bute en français sur une distribution sémantique qui perturbe la traduction. Bien souvent, on serait tenté de traduire Wesen par le substantif français être, dès lors que ce substantif possède un statut d'entité plus ordinaire que le français essence, conventionnellement retenu. Pour éviter les confusions, le traducteur français use parfois de la majuscule à l'initiale d'une notion au risque de la sacraliser à l'excès. L'un des exemples historiques de difficultés ainsi résolues en français est celui de la traduction du mot de passe hegelien die Sache, Sache, selbst, qui désigne dans la langue courante, dans les premières lignes de l'introduction et surtout dans la préface, la chose même. Entendons ce qui est vraiment en question dans ce dont nous sommes en train de nous occuper, par opposition à ce qui n'est pas directement celle-ci, mais un aspect périphérique qui en distrait, voire en détourne. Ce concept nominal est l'emblème du sérieux et de la précision dont, dans le discours sur un objet. Or, c'est cette même expression que Hegel utilise dans la dernière partie du chapitre sur la raison pour désigner globalement une réalité anthropologique globale aux contours vagues, en jouant sur une diversification du substantif Sache, Sache. Die Sache selbst est à la fois la cause que certains hommes défendent consciemment, la causa nostra, la grande affaire commune à laquelle le plus grand nombre s'active, y compris quand les lecteurs pensent n'agir que pour leur seul intérêt, mais aussi le niveau social, économique, politique et culturel du travail de la raison. Bref, ce qu'on pourrait appeler en argot le grand machin dans lequel le
passons notre vie et auquel en tout ce que nous faisons, y compris contre lui, nous contribuons. Mais dès lors que die Sache convoque en outre une parenté et une différence immédiate avec das Ding, la chose ordinaire, au sens du latin res, pour signifier une chose qui appartient à un sujet, et que cette parenté a une valeur spéculative importante qui rouvre la dialectique de la conscience naturelle dans l'expérience de la perception. Il était impossible de différencier la traduction des deux termes autrement que par une majuscule incongrue. Les traductions les plus habiles ne contourneront jamais l'écueil de ces pertes et ajouts nocifs, et leur lecteur francophone ne sera pas aidé en permanence par le réseau de la dialectique spontanée du langage, comme c'est le cas plus qu'ailleurs dans un livre qui donne la parole à la conscience naturelle, laquelle s'exprime toujours dans une langue native, en l'espèce un allemand légèrement suavisé. Ce constat est une raison supplémentaire de ne pas ajouter au déficit inévitable les effets de certaines solutions exogènes qui fétichisent le statut de notion relativement simple. C'est pourquoi, par exemple, nous n'avons pas traduit l'ordinaire Ausgauen par le néologisme savant intuitionné, en adaptant le concept d'intuition, traduction conventionnelle de Hans Schaung. Nous avons repris le verbe contempler dans sa signification simple de regard attentif porté sur un objet. Et nous avons limité la néologisation à la traduction du verbe vermitteln, mettre en communication, transmettre par intermédiaire en conservant la médiation, mais en fuyant l'affreux médiatisé qui parasite par ailleurs le lexique médiatique. Une autre tentation est celle de la périphrase. En 1991, il nous semblait nécessaire de rendre à Sittlichkeit son sens ordinaire du souci objectif des bonnes mœurs et de la coutume, solution un peu longue handicapée par sa nécessaire répétition dès lors qu'on ne peut utiliser le concept de moralité, mobilisé par le moralitat, dans le sous-chapitre consacré à la morale kantienne. Nous avons limité l'usage, et réintroduit l'adjectif éthique dans les traductions de Sittlichkeit et de l'adjectif sittlich, en espérant que le lecteur y reconnaîtra le radical grec de l'éthos, à rebours du sens perverti des emplois actuels du mot éthique, très éloigné de ce que désigne Hegel, chez qui l'éthique n'a surtout pas besoin de comité ni d'experts. En revanche, nous avons persévéré dans la réactivation du verbe transitif étranger tombé en désuétude depuis le milieu du XIXe siècle, mais encore tout à fait parlant pour traduire simplement le verbe allemand entfremden, en réservant aliéné pour antausern, qui a un sens plus juridique, et surtout nous avons conservé abolir pour aufheben. Nul besoin de néologisme glose chez Hegel pour signifier que la négation est productive. L'effort mental demandé au lecteur confronté à ce mot n'est pas différent de celui qu'il doit fournir en permanence face à tous les termes hegeliens dont une connotation annexe est perdue. Si Hegel se donne la peine, dans une remarque souvent citée et sollicitée, de signaler que parfois le verbe aufheben a aussi le sens positif de mettre de côté ou à l'écart, et donc de conserver, c'est sur la toile de fond d'un emploi absolument négatif dans son propre discours, associé à ce qu'il appelle une négation déterminée. On conçoit mal ce que pourrait signifier d'autre l'abolition de l'abolition, dit Aufhebung der Aufhebung, si ce n'était d'abord une négation de la négation. On est au demeurant étonné de constater le très petit nombre des occurrences de ce fétiche verbal répertorié dans le seul index hegelien existant à ce jour, où l'on observe précisément les rappels que Hegel dut faire parfois pour signaler que malgré le sens majeur auquel il emploie, cette négation ne débouchait jamais sur un néant. De la même façon, il emploie souvent des formules du genre « le disparaître est un demeuré », sans qu'il faille pour autant inventer un néologisme pour traduire verschwinden chez Hegel en exhibant formellement ce paradoxe. Jamais, du reste, on ne présente une seule occurrence où, postulant une lecture positive du verbe, il devrait en signaler accessoirement la négativité. Si Jean Hippolyte, suivant cela par Bernard Bourgeois, traduit le verbe par supprimer, c'est en raison de l'évidence de ce qu'il dit aussi le proverbe courant pour parler d'une dette. Le report d'un engagement ne signifie pas qu'il est aboli. Les discussions sur tous ces termes exhibent régulièrement comme un symptôme l'incidence mutuelle
décisives chez Hegel du parler et du penser, mais elles répondent aussi indirectement à la question de l'influence effective de la philosophie hegelienne, et en particulier à celle de la phénoménologie. Malgré sa réception contemporaine difficile et la relativisation de son importance par Hegel lui-même, malgré le poids considérable de l'encyclopédie, de la logique et des cours de Berlin, la phénoménologie demeure la référence intime de bien des penseurs des 19e et 20e siècles. Le jeune Marx lui faisait déjà un sort particulier, notamment autour de la notion d'Entfremdung, un sentiment d'étrangement dont il expliquait qu'il s'agit en réalité d'une aliénation économico-sociale. Plus généralement, les anthropologues, au sens large, ont reconnu dans la phénoménologie la première grande théorisation dynamique des pratiques innombrables et parentes de l'espèce humaine, dans un langage spéculatif, qui, pour pouvoir en parler librement, a arraché le discours aux idiomes de l'opinion et aux téléologies politiques, voire se définissait comme scientifique. Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-Pierre Vernant, mais aussi Max Scheler, Adorno, Horkheimer et bien d'autres, dont Ortega y Gasset et bien sûr Sigmund Freud, pour ne citer qu'eux, ont une dette intime à l'égard de ce livre, et en particulier de l'idiome nécessaire et fascinant dans lequel il est produit. La corporation philosophique s'en est, il est vrai, départie si tant est qu'elle y soit réessayée. Heidegger, grand lecteur et commentateur de la phénoménologie, a créé son propre idiome de manière comparable mais plus artificielle. Les philosophes de langue allemande ont gardé ou repris l'usage d'une langue fortement enrichie par le lexique gréco-romain et ses dérivés français et anglais fonctionnant dans ce qu'on peut appeler une moyenne sémantique, menacée par la pauvreté de l'anglais philosophique globalisé des causeries et colloques. Il est vrai qu'on observe chez Husserl un jeu permanent avec les deux registres, toujours liés au désir de décrire avec précision des phénomènes infinitésimaux, difficilement approchés par les lexiques exclusives de l'une ou l'autre espèce. Si l'aventure intellectuelle de la phénoménologie de l'esprit est datée, ce n'est pas des années 1800-1807, mais d'un cycle beaucoup plus vaste, dont 2 siècles plus tard nous ne sommes pas vraiment sortis, et où la langue allemande demeure celle de la philosophie. On peut même prédire paradoxalement que la singularité langagière de ce livre contribuera à le garder plus longtemps que d'autres, des abolitions et dépassements prématurés sans qu'il soit mis de côté dans les placards des académies. Jean-Pierre Lefebvre. Système de la science par George Wilhelm Friedrich Hegel. La phénoménologie de l'esprit. Les explications qu'on a coutume de donner dans une préface en tête d'un ouvrage pour éclairer les fins que l'auteur s'y est proposé, les motivations qui sont les siennes et le rapport que cet ouvrage entretient selon lui avec les autres traités antérieurs ou contemporains qui portent sur le même objet, semblent non seulement superflus s'agissant d'un ouvrage de philosophie, mais même compte tenu de la nature de la chose, inadéquate et contraire au but poursuivi, car quoi qu'il puisse convenir de dire dans une préface en matière de philosophie, et de quelque façon qu'on le fasse, par exemple en donnant un aperçu historique de l'intention et du point de vue global adopté, du contenu général et résultats obtenus, ou en produisant une combinaison d'assertions et d'affirmations quant au vrai, proférées contradictoirement, tout cela ne saurait être considéré valablement comme la façon adéquate d'exposer la vérité philosophique. C'est aussi parce que la philosophie est essentiellement dans l'élément de l'universalité qui inclut en soi le particulier, qu'elle est davantage que les autres sciences le lieu de cette apparence, que la chose même qui l'occupe serait exprimée dans la fin visée ou dans les résultats ultimes, voire le serait dans son essence parfaite, en regard de laquelle le développement de l'exposé serait à proprement parler l'inessentiel. Alors que dans la représentation commune qu'on a par exemple de ce qu'est l'anatomie, disons, la connaissance des parties du corps considérées selon leur existence non vivante, on est bien convaincu qu'on ne possède pas encore la chose même. Le contenu de cette science est qu'il faut au contraire se mettre encore en peine de découvrir le particulier. En outre, dans ce genre d'agrégat de connaissances qui ne porte pas et à bon droit le nom de science, il n'y a pas de différence habituellement entre un entretien sur la fin poursuivie et autres généralités de même espèce, et la façon historique et non conceptuelle de parler aussi du contenu proprement dit, de tel nerf, de tel muscle, tandis que dans le cas de la philosophie, on verrait surgir la disparité qui consisterait à faire usage de cette façon de procéder, tout en la faisant dénoncer par elle-même comme inapte à saisir la vérité.